Mardi 23 septembre 2025, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Bonsoir à tous. Dans les actualités de ce jour, nous partons à New York. Le président de la République, Malagas Andrade, et sa délégation ont assisté à l'ouverture officielle du débat général de la 80e Assemblée générale des Nations unies qui se déroule au siège de l'ONU à New York. Comme les autres chefs d'État et de gouvernement présents à cette 80e session, le président Andrade prendra la parole à la tribune des Nations unies demain. Le thème de ce débat général est Réussir ensemble 80 ans de maintien de la paix, de promotion du développement et d'engagement pour le respect des droits humains. Les détails avec Mervelat Sferen et Andora Zanjebe. Plus de 200 chefs d'État et de gouvernement sont présents à New York pour assister à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cet événement annuel est un moment fort sur la scène internationale, réunissant les dirigeants mondiaux pour échanger et dialoguer. Pendant 6 jours, les chefs d'État, les premiers ministres et les représentants des 193 États membres de l'ONU se succéderont à la tribune. Cette 80e session abordera des thèmes tels que la paix, le développement et le respect des droits humains. Cette année, il est certain que les grands enjeux comme les conflits en Ukraine et à Gaza, les droits des femmes, le climat et les défis liés à l'intelligence artificielle seront abordés lors des différentes interventions des dirigeants mondiaux. Lors de l'ouverture aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU a souligné que le respect des droits humains est un levier pour lutter contre la pauvreté et la faim et pour ouvrir la voie à l'éducation, à la santé et à la lutte contre diverses formes d'exploitation. Cependant, selon Antonio Guterres, cela nécessite des ressources financières et de la solidarité internationale pour garantir la dignité humaine. Choisir la dignité, c'est choisir la justice financière et la solidarité. Nous devons réformer l'architecture financière internationale afin qu'elle soit au service du développement de toutes et de tous. Afin que des banques multilatérales de développement plus grandes et plus audacieuses, qui prêtent davantage et mobilisent plus de capitaux privés pour les pays en développement, avec des mécanismes d'allègement de dettes plus rapides et plus justes, couvrant tous les pays en difficulté, y compris ceux à revenus intermédiaires. Pour Madagascar, le président Andrade prendra la parole demain, mercredi 24 septembre, à la tribune des Nations unies. Il y défendra la voix de Madagascar sur des sujets communs à l'échelle mondiale, mais aussi sur des priorités nationales importantes pour le pays et le bien-être du peuple malagasy. En tant que président de la SADC, le président Radziwiłł représentera également le groupe sur la scène internationale en mettant l'accent sur le renforcement des capacités économiques, la création d'emplois décents pour la jeunesse et l'utilisation des ressources locales pour l'autonomie et la préservation de la souveraineté nationale. Traditionnellement, le Brésil ouvre le débat suivi du président américain Donald Trump, représentant les Nations unies, pays hôte de cette grande rencontre diplomatique. Ensuite, les chefs d'État se succèdent, suivis des premiers ministres, des ministres et des ambassadeurs. Chaque pays dispose d'environ 15 minutes pour son intervention et tous les discours sont traduits simultanément dans les 6 langues officielles de l'ONU, l'anglais, le français, l'espagnol, arabe, russe et chinois. Pour l'après-midi de cette journée, la première dame Mel Radziwiłł sera invitée par la First Lady américaine Melania Trump à une cérémonie officielle dont le thème est Construire l'avenir ensemble, Fostering the Future Together. Et dans la soirée, les chefs d'État seront aussi invités par le couple Trump à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, invitation à laquelle le couple présidentiel malagasy honorera aussi de leur présence à cette cérémonie. Et l'agenda de la délégation malagasy à New York est chargé. Aujourd'hui, un événement parallèle se déroulera sous l'égide du ministre de la Pêche et de l'Économie bleue. Il s'agit du lancement de l'initiative des Nations unies pour les algues marines. Restons toujours à New York dans la suite de ce journal de ce soir. 30 ans après l'adoption de la Déclaration internationale sur l'égalité des genres à Beijing en 1995, sa mise en œuvre a été consacrée lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York. Des dirigeants et hauts responsables des 167 pays prennent la parole. Dans Madagascar, représenté par le président de la République Andrade, également président de la SADC, et son épouse Mial Radziwiłł, figure du proue de la lutte contre les violences et du plaidoyer en faveur de la famille. Reportage toujours de Mervelat Sferen et Andora Zanjebe. L'application et le respect de l'égalité des genres constituent un choix politique pour Madagascar, a affirmé la ministre de la Population et de la Solidarité,
Azafnzat Aurélie lors de la célébration du 30e anniversaire de la Déclaration internationale sur l'égalité des genres adoptée à Beijing. La cérémonie officielle s'est tenue hier au siège des Nations Unies à New York. Représentant la première dame de la République de Madagascar, Mial Radziwiłł, la ministre Aurélie Zafnzat a porté la voix de Madagascar à cette occasion. L'épouse du chef de l'État est en effet le leader engagé pour mobiliser et encourager tous les acteurs à Madagascar dans la mise en œuvre et le respect de l'égalité des genres, ainsi que dans l'autonomisation des femmes. Cela passe notamment par le soutien au monde de l'entrepreneuriat grâce au programme national FIARIN, particulièrement pour les femmes, par l'appui financier et technique aux projets d'autonomisation portés par les associations féminines à travers le pays, par l'octroi de bourses d'études aux jeunes filles pour prévenir l'abandon scolaire précoce, ainsi que par diverses formations dans le cadre du projet IGER. D'autres politiques et stratégies visent également l'égalité des genres, la protection des droits de l'enfant et la lutte contre les violences. 30 ans après la conférence de Beijing, Madagascar réaffirme que l'égalité femmes-hommes est un choix politique, un levier de justice et de développement durable, une conviction qui guide nos actions nationales et nos engagements internationaux. Des actions concrètes y traduisent ces engagements, un objectif de 60% de prévalence contraceptive moderne d'ici fin 2030, porté par son Excellence Monsieur le Président de la République, André Radziwiłł, président actuel de la SADC et champion national de la planification familiale. Un accès élargi au financement et microcrédit pour les entrepreneurs, principalement pour les femmes, avec le programme présidentiel FIARIN. Le soutien aux associations de femmes à travers des activités génératrices de revenus et dans le cadre du projet IGER, des bourses d'études et des transferts monétaires sont alloués pour favoriser la réinsertion scolaire des jeunes filles et des actions ciblées pour renforcer l'entrepreneuriat des adolescentes déscolarisées. Des formations agricoles durables destinées aux femmes contribuant à la sécurité alimentaire et à la résilience climatique. Une politique nationale de protection sociale est adoptée, plaçant l'égalité femmes-hommes au cœur de son approche. Nous finalisons également des cadres essentiels, notamment la politique nationale pour l'égalité femmes-hommes, la politique nationale pour la protection des enfants, la stratégie nationale du développement de la petite enfance, la stratégie nationale de la lutte contre les VBG. Ces causes sont inscrites dans le développement du capital humain. Elles sont portées par notre première dame et viendront consolider les textes juridiques et les structures spécialisées déjà existantes, entre autres les centres spécialisés pour la prise en charge des victimes survivants de violences basées sur le genre. L'atteinte des objectifs en matière d'égalité des genres est un effort collectif et ne relève pas du seul gouvernement. La société civile joue un rôle majeur en sensibilisant la population et en accompagnant l'État, selon Ulsur Avlolumbwang, représentante du Project Policy Officer, IPAS Afrique francophone. Le discours de la ministre de la Population et de la Solidarité à l'occasion du 30e anniversaire de la Déclaration internationale sur l'égalité des genres adoptée à Beijing s'est conclu par un appel fort à mobilisation. Cet appel s'adresse aux institutions, au secteur privé, à la société civile et à la jeunesse afin d'instaurer l'égalité des droits et la parité à Madagascar. Les actualités politiques, dans un contexte déjà difficile, de nouvelles tentatives de déstabilisation risquent de plonger encore plus les Malagasy dans la précarité. Les habitants rencontrés par notre équipe aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme. Chaque mouvement de désordre fragilise le quotidien, en particulier celui des plus modestes. Ils interpellent également les autorités et la société du Rama pour mettre fin aux coupures incessantes d'électricité et d'eau, lesquelles causent de lourdes conséquences économiques et sociales. Reportage de Ruth Christelle Ragout-Malal et Yves Janel. À Mboumenarn et dans les quartiers avoisinants, le mot d'ordre est clair. Nous avons besoin de stabilité. Pour de nombreux habitants, la moindre manifestation de déstabilisation entraîne des répercussions immédiates, marchés contraints de fermer, petits commerçants perdant leurs revenus et cours dans les écoles perturbés. Pour ces citoyens, la déstabilisation n'est pas seulement un enjeu politique, c'est une menace directe contre la survie de milliers de familles. Ces habitants, par ailleurs, appellent les responsables étatiques de trouver une solution rapide et durable face aux problèmes de délestage.
Il est à rappeler que le président de la République a déjà donné des instructions pour accélérer le transport des équipements destinés à renforcer la production d'électricité à Mbouimanamboul. De son côté, le ministre des Travaux publics a annoncé que ces équipements quitteront Ouamassen d'ici la fin de la semaine. Et dans l'actualité économique de ce soir, selon les dernières statistiques des douanes, Madagascar a importé 3 335,5 milliards de dollars de marchandises au cours des 8 premiers mois de cette année. Les matières premières et les autres biens dominent largement ces importations. En revanche, les achats de denrées alimentaires et de produits énergétiques sont en net recul. Les détails avec Ruth Christelle Rakout-Malal. Les chiffres officiels des douanes révèlent une tendance marquée. Madagascar a réduit ses importations de produits alimentaires et d'énergie durant les 8 premiers mois de l'année. La facture alimentaire s'élève à 2 221,4 milliards d'ariars, tandis que les importations d'énergie atteignent 2 531,5 milliards d'ariars. Par ailleurs, les matières premières restent au cœur des importations avec un total de 4 022,3 milliards d'ariars, suivi de près par les autres biens qui représentent 3 524,5 milliards d'ariars. Côté partenaires commerciaux, la Grande Chine, incluant la Chine continentale, Taïwan, Hong Kong et Macao, occupe la première place avec 3 978,1 milliards d'ariars d'exportation vers Madagascar. Le Moyen-Orient arrive en deuxième position avec 3 342,3 milliards d'ariars. Au total, la valeur des importations malagasy sur les 8 premiers mois atteint 15 250,1 milliards d'ariars, soit 3 335,5 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'année 2024, les prévisions tablent sur près de 21 893,9 milliards d'ariars. Dans la suite des actualités de ce soir, page sociale, le syndicat est destiné à défendre l'intérêt collectif des agents de la santé et non à rechercher des avantages personnels ou à servir de refuge aux fautes commises selon le groupement des agents de santé. En effet, les efforts de l'État et du ministère de la Santé publique sont déjà visibles, aussi bien dans la construction d'infrastructures sanitaires que dans l'amélioration des services de santé et des aspects sociaux. Reportage de Radr Mananzatouf et Anzar Razonarville. Fiumbuna Nipesan Fasalamanamdzur, ou littéralement Groupement des agents de santé solidaire, a présenté aujourd'hui son appréciation des résultats du ministère de la Santé publique. La rencontre a réuni des représentants des médecins, du personnel paramédical et administratif. Ils ont affirmé que de nombreuses infrastructures ont été réalisées, aussi bien des CSB que des hôpitaux. Des améliorations ont également été apportées dans la qualité des services de santé et dans le domaine social après la mise en place du SPSM, structure de solidarité des agents de santé, qui a renforcé la cohésion du corps médical. Une preuve en est le soutien apporté aussi bien par les sections régionales que par la section nationale du SPSM aux agents de santé touchés par le récent cyclone à Mananzar. Outre les infrastructures et les actions sociales, le recrutement de nouveaux fonctionnaires se poursuit selon le groupement des agents de santé solidaires. Lors du dernier Conseil des ministres, l'embauche de 300 agents de santé a reçu une approbation. Ils ont également rappelé que les agents de santé sont des fonctionnaires soumis à des règles et procédures concernant l'exécution de leur mission ainsi que les demandes de mutation que chacun doit respecter. Ainsi, les agents de santé solidaires ont tenu à souligner que le syndicat a pour vocation de défendre les intérêts communs et non de servir à la recherche d'intérêts personnels, ni de refuge en cas de faute. Ils ont ajouté que les postes à responsabilité au sein du ministère sont appelés à être renouvelés et que les personnes concernées doivent accepter cette rotation sans que cela ne provoque de tensions ni de règlement de compte envers ceux qui quittent leur poste. Dans le district de Muraming, les paysans bénéficiaient d'une formation axée sur l'amélioration des cultures d'exportation sans recours aux engrais chimiques, une initiative menée conjointement par une association locale et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Reportage. Les paysans du district de Muraming passent à la pratique en vue de l'amélioration des cultures d'exportation sans utilisation d'engrais chimiques. Une formation a été dispensée par une association en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. 70 représentants d'associations issus de chaque commune du district ont participé aux exercices pratiques sur le terrain. La formation a commencé par la production d'engrais naturels à partir de matières premières locales. Les formateurs visent à doter les participants des techniques nécessaires pour maîtriser eux-mêmes la production.
Durant la session, l'accent a été mis sur la culture de café arabica, du haricot, du riz pluvial, ainsi que de petits piments, des produits adaptés au climat de la région et disposant d'un large marché à l'international. Ce programme s'inscrit dans la vision de développement de l'association Mifanimp, dirigée par la présidente d'honneur Virginie Razaf-Mandjou, sous-députée de Madagascar. L'objectif est de renforcer les compétences des agriculteurs, d'améliorer leur niveau de vie, ainsi que de celui des éleveurs du district. Un terrain de 5 hectares situé dans le Fukuntan Nalalav de la commune d'Ambouibar sert de site pilote pour la production d'engrais et la mise en pratique des techniques agricoles, lesquelles seront ensuite diffusées dans les 23 communes du district. Et dans l'actualité sportive de ce soir, Dax rejoint le club CFFA Indouaran Foot après l'accord conclu entre le club Foussa Junior et le CFFA d'Indouaran Foot. Ce milieu de terrain a récemment fait partie de la sélection nationale Bariachan. Dax ne sera pas dépaysé au sein de ce club car c'est l'un de ceux que l'ont formé à ses débuts dans le football. C'est d'ailleurs ce lien qui l'a encouragé à répondre favorablement à l'appel du club. Reportage. Dax revient donc dans le club formateur pour y évoluer durant la nouvelle saison 2025-2026. Ancien joueur du Foussa Junior Bouin, il retourne aujourd'hui dans l'équipe qui a contribué à son développement. Selon le président du CFFA Indouaran Foot, il a été recruté pour renforcer le milieu de terrain. Entre Dax et le club CFFA, c'est une véritable relation de père et fils. C'est ce qui explique pourquoi il n'a pas hésité à répondre à notre demande, s'exprime Rakotorman Intsu, dito, président du club CFFA Indouaran Foot. En plus des joueurs déjà expérimentés participant au championnat PFL, le CFFA a également lancé récemment une campagne de recrutement de jeunes talents. En tant que club appartenant à la commune d'Indouaran Foot, l'arrivée de Dax a été accueillie par l'ensemble des employés et responsables communaux sous la direction du maire Tota qui est également président du CFFA. Dans les actualités internationales de ce soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche que son gouvernement allait étendre la colonisation juive en Cisjordanie occupée en réaction aux connaissances d'un État palestinien de 10 pays occidentaux dont la France. Selon Amira Souleiman, une correspondante de France 24, de nouvelles terres palestiniennes sont accaparées et les checkpoints et barrières mobiles se multiplient, renforçant la peur des Palestiniens de voir des localités palestiniennes qui devraient progressivement dans des enclos. France 24 nous en dit plus. Ces collines, situées juste à côté de Jérusalem-Est en Cisjordanie occupée, se trouvent dans la zone Iwan. Un projet de colonisation israélien controversé que l'ONU a qualifié de grave et illégal. Bienvenue dans la zone Iwan. Nous y sommes. Regardez comme le paysage change radicalement. Nous sommes à la lisière du désert. Naomi Khan milite pour Regavim, un groupe pro-colon fondé par le ministre israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich. Ce que vous voyez maintenant, c'est une magnifique décharge palestinienne et d'énormes constructions palestiniennes illégales. Ils font pression pour démolir les habitations palestiniennes en Cisjordanie occupée. Ils considèrent qu'elles se trouvent sur des terres qui appartiennent à l'État israélien. Ils se réjouissent que le projet Iwan vienne d'être approuvé. Il était gelé depuis des décennies sous la pression des États-Unis, mais tout a changé avec l'arrivée de Donald Trump. Aujourd'hui, le climat international a changé, notamment au sein de l'administration américaine. 30 ans plus tard, nous y voilà. Nous avons obtenu l'accord des États-Unis. Le projet Iwan relierait Malé Adoumim, l'une des plus grandes colonies israéliennes, à Jérusalem-Est. Il y a quelques jours, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, s'est rendu à Malé Adoumim. Il a signé un accord visant à concrétiser ce projet controversé de colonisation. Il a déclaré que jamais un État palestinien n'existerait, que cet endroit leur appartenait. Son ministre des Finances d'extrême droite, Smotrich, est allé plus loin. Selon lui, l'État palestinien est en train d'être effacé de la table, non pas par des slogans, mais par des actions. L'ONG israélienne La Paix Maintenant affirme que la zone Iwan couperait en deux la Cisjordanie occupée et isolerait les Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est, une continuité territoriale vitale pour un État palestinien. Environ un tiers de la population palestinienne de Cisjordanie vit dans cette zone, soit près d'1 million de personnes.
Si Israël continue à s'emparer d'une plus grande partie des rares terres restantes pour le développement palestinien, cela paralysera l'économie palestinienne avant même qu'elle ne puisse démarrer. Pour le maire de Ma'ale-Adumim, ces projets sont cruciaux pour la sécurité d'Israël. Il affirme qu'ils permettront aussi aux Israéliens de trouver des logements abordables et que les Palestiniens pourront contourner ces zones. Je pense sincèrement que la création d'un État palestinien au cœur d'Israël représente un danger pour la sécurité du peuple juif et de l'État d'Israël. Mais il existera une route qui permettra aux Palestiniens de se déplacer du sud au nord, ainsi qu'un corridor de 15 km à l'est de Ma'ale-Adumim qui permettra également la circulation des Palestiniens. Depuis son entrée en fonction, le gouvernement israélien a accéléré la construction des colonies et en a approuvé 49. C'est dans l'une d'entre elles, au sud de Jérusalem, que nous retrouvons Lior Tal. Il s'est installé ici il y a 6 ans. Il a été accusé d'intimidation par les villageois voisins. Nous avons plus de 120 hectares de terres domaniales ici et nous les protégeons en y faisant paître nos moutons. Lorsque les Juifs se promènent dans une zone, aucun Arabe ne s'y aventure. Il n'y a donc aucune intrusion. Pour lui, l'idée même d'un État palestinien sur ces terres est insupportable. Pourquoi devrait-il être ici? Ils ont le Liban, la Jordanie, la Syrie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Libye. Qu'ils aillent dans tous ces pays. Pourquoi doivent-ils rester ici dans notre pays? Allons. Si les Européens les aiment tant, qu'ils les prennent à notre place. Il affirme qu'il n'a aucune intention de partir. Il souhaite même agrandir cette communauté. Malgré des années de condamnation internationale, plus d'1 demi-million de colons juifs vivent aujourd'hui en Cisjordanie occupée. Aux États-Unis, l'émission de Jimmy Kimmel suspendue la semaine dernière après des menaces de régulateurs américains de l'audiovisuel sera de retour à la télévision. Aujourd'hui, a annoncé Disney. Les explications de France 24. C'est un nouvel épisode dans le feuilleton qui oppose Jimmy Kimmel et la société Disney. Celui du retour de l'animateur vedette sur les ondes après une semaine de suspension. À l'origine de la brouille, les propos controversés de l'animateur après la mort du militant pro-Trump, Charlie Kirk. Nous avons connu de nouveaux moments difficiles ce week-end, avec le gang MAGA qui tente désespérément de faire passer le jeune assassin de Charlie Kirk pour autre chose que l'un des leurs, et de tout faire pour en tirer profit politiquement. Disney, la maison mère de la chaîne ABC, avait alors retiré l'animateur de l'antenne après des menaces du régulateur de l'audiovisuel et de l'administration Trump, avant de rétropédaler ce lundi. Mercredi dernier, nous avons décidé de suspendre la production de l'émission afin d'éviter d'envenimer la situation à un moment aussi émouvant pour notre pays. Nous avons passé les derniers jours à discuter longuement avec Jimmy et à l'issue de ces échanges, nous avons décidé de reprendre l'émission mardi. Il faut dire que la pression s'intensifiait sur la société de production. La suspension de Jimmy Kimmel a rapidement dégénéré en débat national sur la liberté d'expression, donnant lieu à de nombreux rassemblements organisés devant les studios hollywoodiens. Plus de 400 personnalités publiques ont aussi manifesté leur soutien à l'animateur dans une lettre ouverte, qualifiant cette suspension de moment sombre pour la liberté d'expression. Nombre d'entre eux ont également appelé au boycott de l'industrie Disney. Cet épisode a renforcé les craintes d'une attaque généralisée envers la presse, alors que Donald Trump multiplie les critiques à l'égard de certains animateurs et journalistes et restreint les accès à la Maison-Blanche. Et dans l'actualité sportive, toujours à l'international, le Parisien Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or hier lundi, mettant fin au suspense l'opposant au Barcelonais Lamine Yamal. Il était favori avec ses 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Sa victoire finale en Ligue des Champions, mais aussi son influence dans le jeu de la meilleure équipe du continent. France 24 toujours. Il était donné favori. Dembélé. C'est bien le Parisien qui décroche le sacre ultime devant le Barcelonais Lamine Yamal. Ousmane Dembélé est le 6e Français à remporter le Ballon d'Or.
Quand tu es jeune, tu penses à gagner ces titres-là. Après, au fur et à mesure, tu grandis, tu sais que c'est les titres collectifs qu'il faut gagner. Mais bien sûr, quand tu es jeune, tu espères gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et être le meilleur joueur possible. Gagner un ballon d'or, c'est exceptionnel. 35 buts, 16 passes décisives, toutes compétitions confondues, et champion d'Europe. L'attaquant, connu pour ses qualités de dribbleur, a accompli une saison 2024-2025 plus que réussie, logiquement récompensée par ce titre. Outre Dembélé, c'est toute son équipe du PSG qui sort gagnante de cette cérémonie. 5 joueurs se retrouvent dans le top 10 du classement, dont Gianluigi Donnarumma, élu meilleur gardien. Mais l'exploit de cette soirée est réalisé par une femme, l'Espagnole Aitana Bonmati. Elle remporte le titre de meilleure joueuse du monde pour la 3e fois consécutive. Je pense que le Ballon d'Or est une vitrine mondiale qui, bien sûr, change votre vie. Cela nous aide, nous les femmes, à toucher un public plus large et à être plus reconnus. La meneuse de jeu du FC Barcelone et de l'équipe espagnole a brillé lors de l'Euro et la Ligue des Champions, 2 compétitions dont elle a finalement perdu les finales, respectivement contre l'Angleterre et Arsenal. Et c'est ce qui met fin aux actualités de ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans une poursuite de programmes sur Viva, dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Nizouk avec Noura Nirland. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.